Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui parmi nous cet après-midi pour cette conférence. L'horaire n'est pas facile, mais on va réveiller. On va remplir la salle, je pense. Ouais, on a une double billetterie là, ils vont nous rejoindre. Merci en tout cas de votre expérience que vous allez nous partager. C'est finalement le signe d'une belle collaboration entre cette plateforme de paiement qu'est Stripe et le groupe Beau pour sa marque Lexon. Boris, avec vous, on va raconter cette success story sur laquelle Stripe vous a accompagné. Dites-nous à quel moment vous avez eu besoin de Stripe pour sécuriser vos transactions. Alors, la collaboration avec Stripe, elle a commencé il y a une dizaine d'années. Le groupe Beau, avant de parler de Lexon et des drops, c'est une plateforme éditeur d'objets. On fait des objets connectés. Et on se retrouve à vouloir lancer un nouveau produit. À l'époque, en 2017, la première fois, on avait déjà vendu plusieurs millions de pièces dans des réseaux de distribution et on veut aller vers un nouveau marché, le marché américain. Notamment, on a une révolution technologique d'un produit qu'on met autour d'un poignet, qui est le montre connecté. On avait vendu des millions de trackers dans des chaînes de distribution et pour la première fois, on a un produit à plus de $100 qu'on veut présenter à des gens comme une rupture technologique puisqu'on met au-dessus d'un écran tactile des aiguilles et on veut capter un paiement qui est supérieur à $100 à l'époque. Et on fait un financement participatif et on réussit ce pari puisqu'on arrive, grâce à Stripe, grâce à toute l'émotion qu'on a autour de la présentation du produit, à capter plusieurs millions de dollars. On a 50 000 montres qui sont vendues en quelques semaines. Et donc, on sécurise 5 millions de dollars sur plusieurs devises, avec plusieurs territoires. Et c'est la première fois où on voit que le payment processor est vraiment quelque chose d'important pour nous, parce qu'on avait l'habitude de faire uniquement du B2B, on vendait vraiment que à des retailers. Et là, on a justement cette demande d'un marché de clients directs sur lequel on doit gérer du multi-devise, on doit générer des multi-pays et on doit sécuriser ces produits qui sont importants pour nous, puisque c'est un produit qui était pour la première fois au-dessus de ce prix, de ce threshold de $100 pour nous. Donc voilà, on l'entend bien, ce besoin de sécuriser les paiements. Est-ce que finalement, c'est ce développement à l'international qui a été le déclencheur ? Alors, ça a été on va dire, une des problématiques qu'on a dû résoudre, mais on va dire le vrai déclencheur où on s'est dit qu'il fallait vraiment s'entourer autour d'un partenaire et d'un PSP, c'est au moment où on a racheté en 2019 Lexon. On a eu le nez fin, on a racheté une marque historique, elle existait depuis plus d'une vingtaine d'années, elle avait un réseau de distribution spécifique qui devait apporter des synergies à notre groupe. Et notamment un nouveau réseau de distribution autour des concept stores, des museum stores. Et on n'avait pas vu que quelques mois après, il y allait avoir la pandémie et qu'on allait perdre 100% des clients. Et donc on est passé à faire 0 chiffre d'affaires. Et du coup, on a dû transformer assez rapidement et ça a été vraiment notre décision d'accélérer ce projet pour cette marque française Lexon, le digital. Alors, dans l'acquisition d'une marque et d'une marque historique, on avait pris la majorité de la société. Il y avait le fondateur qui avait un avis très précis comme quoi les produits devaient être uniquement présentés en digital et pas vendus pour ne pas concurrencer notre propre réseau de distribution. Et donc vraiment, ça a été la première fois où le catalogue finalement devient vivant, sur lequel on peut rajouter des produits à un panier. Et là, on se pose vraiment la question de la refonte de l'écosystème. On voulait s'appuyer sur un corps modèle pour soutenir ce développement international. Et on s'est appuyé sur Adobe Commerce et on a choisi Stripe comme paiement processeur unique. Vous êtes venu comme une solution à un problème, en fait. Hein. C'est ça, Mathias? Oui, effectivement. Et pour faire écho à la précédente conférence, le partenariat, en fait, s'est noué, mais pas sur des raisons techniques. C'était vraiment sur des sujets business. Et en fait, le problème business que devait résoudre Boris, c'était comment je sécurise plusieurs millions de revenus digitaux dans plusieurs pays, notamment les US, qui sont un marché particulier d'un point de vue paiement, sans infrastructure internationale existante.
Et c'était ça l'enjeu, et c'est en fait, c'est un peu aussi la promesse Stripe de cette capacité à permettre à des entreprises françaises de vendre à l'international dès le premier jour, et c'est comme ça que l'aventure a démarré et qu'elle s'est poursuivie par la suite. Alors justement, on va peut-être prendre un exemple très concret avec un premier drop en 2022 avec Space Invader. Racontez-nous un petit peu, Boris. Alors dans le groupe, on a plusieurs marques. Comme je l'ai dit, on est éditeur d'objets et on a rencontré cet artiste français et on a eu l'idée avec lui de prendre une de ses œuvres, on va dire, iconiques et de le transformer en petite sculpture, comme une figurine de quelques dizaines de centimètres, de les graver, de les numéroter et d'organiser un drop. Donc on avait fait un financement participatif avec Stripe, mais cette fois-ci, il fallait qu'on gère des pièces numérotées individuelles sur lesquelles on allait arriver, grâce à la communauté de Space Invader, qui a quelques millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, d'avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes qui arrivent sur notre site. Il fallait un site robuste, un site qui est capable de tenir la charge. Et il fallait également, pour le coup, pour nous, c'était la première fois dans le groupe qu'on allait vendre et capturer des paiements qui étaient au-dessus de 500 €. 500 € hors taxes, hors frais de shipment. Et donc du coup, on a décidé de faire rentrer les collectionneurs avec un système de salle d'attente où on a mis les personnes au fur et à mesure qui rentraient dans le site. On vérifiait qu'il y avait un check-out, qu'on arrivait à capturer le paiement. On les laissait sortir et puis on arrivait à faire rentrer des nouveaux collectionneurs. Et on arrivait justement à faire un drop, ce qu'on appelle un drop, de sécuriser ces 5000 pièces. Ça a été au-delà de nos attentes puisqu'on arrivait à capturer à peu près 3 millions de chiffres d'affaires en 3 heures. Les pièces ont été immédiatement vendues et on a dû gérer pendant ces 3 heures-là, comme on avait plus de demandes que d'offres, on a dû forcément gérer les multiples commandes que les collectionneurs n'avaient pas le droit. On a eu des bots, on a eu plusieurs attaques de bots parce qu'il y avait justement de la fraude. Et c'est vrai que ça a été un vrai succès fulgurant. Qu'on a pu sécuriser grâce à Stripe. Et ça a été vraiment le premier, on va dire, succès digital du groupe avec ce mécanisme. Et ça nous a permis d'avoir, on va dire, d'autres idées, d'autres ambitions pour justement préparer le digital. Oui, et ce qui impressionne en fait dans ce drop, c'est justement c'est l'absence de bruit, l'absence d'incident. Tu viens de mentionner quand même des chiffres qui étaient assez importants en termes de volumétrie dans un timing assez court sur des paniers élevés. Et en général, en fait, dans un drop, quand un drop se passe bien, on ne parle jamais de l'infrastructure, mais on va parler du produit. Et en fait, c'est ça le but ultime, c'est qu'entre nous, sur la partie paiement, on est dans l'arrière-boutique, on arrive à gérer en fait tous ces flux de manière efficace. Et donc, c'était effectivement un des objectifs en fait, de ce premier drop. L'autre point aussi que je voulais mentionner, c'est que Boris, il n'a pas réussi qu'à sécuriser plusieurs millions d'euros de CA en ligne. En fait. L'issue de Space Invader aussi, ça a été de valider que le modèle de drop fonctionnait pour Lexon, tant commercialement, techniquement que financièrement. Et c'est effectivement sur cette base, sur cette preuve que vous avez pu construire et dérouler sur une autre aventure. Finalement, on parle de vous que quand il y a des problèmes. Vous êtes plutôt content qu'on ne parle pas de vous dans ce genre de projet. C'est exactement ça. Nous sommes juste un partenaire qui accélère la croissance de nos marchands. Et on est effectivement, on souhaite être invisible. Alors ça a tellement bien marché, Boris, que 3 ans plus tard, après pas mal de négociations, vous avez fait un nouveau drop avec Jeff Koons cette fois-ci. C'était le même principe ? Alors, pas tout à fait. On cherchait justement à trouver une autre façon d'organiser ce drop-là. Donc, comme vous l'avez dit, on va dire, c'était pas la technique qui nous a retardé pendant 3 ans, c'était de trouver un artiste américain, quelqu'un d'un peu plus connu que Space Invader, d'amener la technologie de Lexon et d'amener ce mécanisme de drop, mais de le modifier un tout petit peu. On avait on va dire, la latitude avec Jeff Koons de faire un produit qui n'était pas numéroté, mais qui était limité dans le temps. Donc on a dû organiser un autre système de mécanismes pour gérer les allocations. Le succès s'est orienté sur un produit désirable, une œuvre qui était signée, donc on crée l'émotion sur le digital, qu'on avait donc co-produit, co-imaginé avec Jeff Koons, mais ça a fonctionné grâce aux équipes techniques qu'il y a eu derrière. On a travaillé avec les équipes de chez DND, de chez Stripe,
pour organiser tout le workflow, toute la sécurité autour de ce nouveau drop, d'une montée en charge quand on a eu les premiers collectionneurs qui sont venus pour sécuriser les premières allocations de ce fameux Balloon Dog. Donc on avait réimaginé, on avait infusé la technologie de Lexon autour d'une lampe LED et d'un speaker. On les avait infusés dans le produit iconique de Jeff Koons, qui est le fameux Balloon Dog. Et on avait ensuite, après la montée en charge, la charge en trafic, on avait toute la sécurité. Donc on savait, par rapport au passé, gérer une salle d'attente, mais on avait d'autres défis. On avait des collectionneurs en Asie-Pacifique qui venaient, donc on avait beaucoup de, sans vouloir faire du finger pointing, mais sur des marchés spécifiques comme les Philippines, beaucoup de cartes frauduleuses qui venaient essayer de capturer des paiements à plus de 750 € la pièce. C'était ce que Lexon proposait en vente en ligne. Et donc, on s'est appuyé sur, on va dire, le savoir-faire de Stripe pour bloquer toutes ces transactions frauduleuses et d'organiser la localisation de notre drop, puisqu'il n'était pas limité, encore une fois, sur quelques pièces, quelques milliers de pièces. On est arrivé à en vendre quelques dizaines de milliers de pièces, mais on les a organisées entre juin et décembre. Donc c'était ce qu'on appelle dans notre jargon le Time Limited Edition. On a pendant 6 mois donné des allocations à des collectionneurs et on a pu sécuriser grâce à Stripe des paiements qui venaient du Japon, de la Corée, en ajoutant des nouveaux moyens de paiement. Kakao Pay par exemple en Corée, donc on a vu une accélération à partir du moment où on mettait ces moyens de paiement, d'avoir une meilleure conversion sur notre site. Donc autour du drop, les currencies, le checkout qu'on a pu offrir avec une meilleure expérience a rendu un vrai succès international pour Lexon. Oui, et en termes de résultats, nous, côté Stripe, en fait, on en a 2 qu'on voulait mettre en avant, que tu as déjà un peu évoqué, mais le premier qu'on ne mentionne pas assez souvent, c'est le coût évité. Et par coût évité, j'insinue notamment effectivement les transactions frauduleuses. Bon, je confirme, on a eu une attaque assez massive en Asie-Pacifique, mais ce qui est aussi la beauté aussi de Stripe, c'est que on a réussi à les identifier et les bloquer automatiquement avant même qu'elles n'atteignent les équipes Lexon. Donc là, effectivement, on parle de CA préservé, mais dans un drop, notamment, comme tu viens de citer, c'est que c'est aussi du stock préservé. C'est-à-dire que c'est du stock préservé qui doit être alloué à des vrais collectionneurs. Parce qu'on est dans un contexte où, dans un drop, un client frustré, vous n'allez pas le récupérer, vous allez le perdre, et non seulement ça, mais il va être vocal. Et donc cet impact réputationnel, c'est difficilement quantifiable, donc c'est ce qu'on appelle un coût évité. Par contre, il est bien réel. Donc ça, c'est le premier résultat qu'on avait effectivement observé. Le deuxième, alors il est beaucoup plus quantifiable, et c'est un KPI qu'on aime beaucoup chez Stripe, c'est effectivement la performance du paiement. Outre effectivement le taux d'acceptation des transactions, donc ça c'est un sujet où effectivement on est fort, mais tu l'as mentionné aussi, c'est la localisation des moyens de paiement. On l'a bien vu, en fait, tu as eu une trajectoire très rapide, et toute ta croissance digitale s'est faite sur des lancements à fort enjeu. Des drops, des lancements sur des produits à haute valeur ajoutée. Et là, effectivement, nous, ce qu'on a fait, il y a eu un gros travail effectivement de localisation. Et comme tu le disais, en fait, tu avais beaucoup de clients qui avaient des moyens de paiement locaux, d'où l'importance de leur proposer, parce que c'est un impact direct sur la conversion et aussi sur la satisfaction client. Donc ça, c'était le deuxième point. Et globalement, vous allez me dire comment on fait ça. Je vais faire écho à ce que disait Julien ce matin dans la keynote, mais ça reste de l'humain. Donc il y a eu un gros travail préparatoire qui se fait effectivement avant le jour J. Et le fait que durant le jour J, ça soit entre guillemets invisible, c'est qu'on a bien travaillé. Donc il y a eu beaucoup d'efforts avec les équipes D&D pour gérer la charge, mais aussi sur la prévention de la fraude, les moyens de paiement. Et in fine, en fait, ce qui est important dans cette troisième évolution en fait, dans ton business, c'est que là, en fait, maintenant, avec Adobe, avec D&D, avec Stripe, tu as un socle, tu as une fondation solide, tu as une infrastructure commerciale qui te permet de générer et de protéger du CA. Et ça, on en est particulièrement fiers autour de la table, avec notamment D&D. Merci Mathias pour ces résultats. Alors si on parle un peu d'innovation, elle est importante, on en parle beaucoup depuis ce matin. Comment vous êtes vous inspiré par exemple des marques de sneakers, baskets, bien très à la mode, pour continuer votre progression? Alors, on a décidé de faire évoluer un petit peu le modèle du drop chez Lexon.
Et on a voulu mettre une nouvelle mécanique en place, qui est justement le raffle. Et c'est à l'occasion du premier anniversaire du Balloon Dog, puisqu'on l'avait lancé en juin 2025. Donc pour les 1 an de cette collaboration avec Jeff Koons, on a décidé de rééditer l'œuvre dans un format un peu plus grand. Il fait 4 fois la taille, le nouveau Balloon Dog édition 2026, qu'on a été très original, on l'a appelé Grande. Et on a infusé donc toujours une technologie un peu plus puissante, plus de son, plus de lumière. Et surtout, pour la première fois, on est arrivé à convaincre Jeff Koons de le numéroter. Il y a 3000 pièces qui sont limitées et on a pu aller chercher un prix plus important de 3000 € sur le site Lexon. Et du coup, on savait par rapport aux dizaines de milliers de pièces qu'on avait vendues de la première génération qu'on allait avoir à nouveau plus de demandes que d'offres. Et on voulait être assez juste avec les collectionneurs, dont on s'est inspiré de ces marques de sneakers assez connues pour justement organiser du tirage au sort. Et donc du coup, là, ça a été un nouveau défi technique il y a quelques mois, quelques semaines, avant qu'on ait eu cette idée de nouvelle mécanique. On a appelé les équipes de Stripe, avant d'appeler les équipes de DND, et on leur a dit on veut capturer un paiement, mais on ne veut pas le débiter tout de suite, parce qu'on n'est pas certain que la personne va être tirée au sort et donc avoir cette pièce numérotée. Donc il y a eu tout un travail avec de coordonner comment on arrivait à capter ce paiement sans débit immédiat pour que les collectionneurs soient finalement tirés au sort plusieurs semaines après et débités sans revenir sur la transaction et sans rentrer à nouveau le moyen de paiement. Donc on est très content du lancement puisque ça a à peine quelques jours. On a vendu immédiatement plusieurs centaines de pièces de chacun de nos modèles. Et ça a géré plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et surtout, on a vu, et c'est ce que tu disais Mathias, on a vu que pratiquement 75% des gens qui revenaient sur ce drop-là étaient déjà des collectionneurs de Lexon, de Jeff Koons, de l'année précédente. Donc ça nous a rassurés comme quoi ils étaient contents, ils étaient satisfaits de ce qu'on avait mis en place et qu'on avait vraiment le socle dont tu parles, qui était notre capacité donc à réactiver une base existante, de créer de la rétention et de renforcer l'engagement autour de la marque, autour de ses fondations solides, donc du coup d'imaginer le futur. Et ça, c'est possible, Mathias, parce que les précédents drops avaient particulièrement bien marché, c'était solide. Oui, c'est une évolution logique. Et moi, je suis particulièrement fan de ce que vient de dire Boris, parce que souvent, le paiement est un peu le parent pauvre de l'expérience client. Et là, tu as donné un exemple parfait de ce que devient le paiement dans une infrastructure mature. Souvent, c'est juste un outil pour encaisser de l'argent. Et globalement, là, tu viens de dire, entre les lignes, que c'est un outil de gestion de la relation client, voire même de gestion de la désirabilité. Et donc ça, c'est génial. Et ça fait vraiment partie intégrante de l'expérience client. C'est plus juste un bouton valider ou payer. Donc ça, c'est effectivement music to my ears, comme diraient mes collègues. Et ensuite, ce que je viens par là, c'est qu'effectivement, c'est en fait tout ce qu'on a construit en amont sur les fidélisations, en fait, sur l'expérience qui a été positive pour des vrais collectionneurs. Parce que souvent, en fait, ce qui est important, c'est que les clients légitimes, qu'on évite ce qu'on appelle les faux positifs en paiement, mais ce que je veux dire, c'est qu'un client légitime, en fait, doit voir sa transaction aboutir. Et je pense que tu vois, cette troisième opération, elle est fructueuse parce qu'en amont, on avait très bien travaillé, parce qu'on n'a pas créé de la friction et de la frustration. Donc oui, c'est effectivement un sujet qu'on a initié bien avant. Juste une petite question pour la novice que je suis. Quand on bloque cet argent quand il y a le tirage au sort, là, on s'assure que les personnes peuvent payer et pourront payer, parce que donc combien de temps après ils vont avoir leur produit? Parfait, là on va parler monétique et je pense qu'on aura l'occasion, je pense aussi de venir sur notre stand pour en discuter, mais effectivement il y a les mécaniques en tenue de renouvellement de la demande d'autorisation. Je ne vais pas vous parler de ça, vous allez surtout à 14h, mais effectivement on est capable en fait techniquement de s'assurer qu'on peut représenter la carte plus tard. Voilà. Il y a combien de délai entre le moment où on paye et le moment où on est tiré au sort? Plusieurs semaines.
Ouais, c'est pire que les places de la Coupe du Monde, votre truc. Bon, on va conclure et puis après, vous pourrez peut-être poser vos questions. Peut-être donner, Boris, Mathias, un petit conseil pour celles et ceux qui, dans cette salle, se diraient bah, tiens, moi aussi, la stratégie de drop, ça peut m'intéresser. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Bah, nous, on a prouvé que justement ce mécanisme de drop, c'est venu compléter une expérience client qui n'existait pas chez Lexon. On fête aujourd'hui les 35 ans de cette marque française. Elle ne faisait pas de digital il y a 7 ans. On a commencé à vendre nos produits et c'était des produits qui étaient positionnés à moins de 50 €. Donc on est très connu, on vend des millions de pièces chaque année dans tous, je vous dis, les concept stores, les museum stores. Et c'est des petits réveils à 29, 39 €, des lampes à moins de 100 € aujourd'hui. Et c'est vrai que le drop, ça nous a permis de prouver l'élasticité de la marque et de capter et de se rassurer sans avoir des enjeux. Nous, on est industriel, donc on doit ouvrir des moules, on doit mettre des centaines de milliers d'euros avant le lancement d'un produit, de voir qu'on avait vraiment des clients. Et donc, du coup, d'organiser ça dans une expérience digitale sans que le produit réellement existe encore, mais pour être certain, pour se convaincre justement qu'on va être performant commercialement. Ça nous permet également, ce drop, de prouver à nos partenaires et à nos partenaires B2C que le produit a pu convaincre des clients finaux. Donc du coup, ça a un côté vertueux de retourner vers les clients historiques de la marque et de leur dire, bah, vous savez, on a sécurisé plusieurs dizaines de milliers de pièces sur notre propre site web. On ne savait pas le faire il y a quelques années. On a appris, on a organisé, on a sécurisé tous ces nouvelles techniques de paiement, etc. et tout, avec des professionnels. Mais maintenant, ça va nous permettre d'aller au-delà et de mettre le produit entre les mains des collectionneurs et de le mettre en magasin. Et c'est vrai que c'est une expérience vraiment, on va dire, omnicanal au final, parce qu'on parle de digital, on parle d'un drop, on parle d'un produit virtuel qui n'existe pas, qu'on va fabriquer pratiquement à la demande, qu'on ne ship pas comme Amazon sous 24 ou 48 heures. On dit aux clients d'attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de recevoir le produit. Donc il y a une certaine confiance sur du panier. Et est-ce que c'est ce qui fait l'intérêt du produit aussi, de devoir l'attendre dans ce monde où on veut tout de suite? Bah, Ça peut être risqué aussi, non? Je pense que c'est ce que encore une fois, on parlait de marques de sneakers assez connues, etc. et tout. Si le produit était immédiatement disponible en magasin, il n'y aurait pas une répartition, on va dire, sur plusieurs territoires de manière immédiate. Il y a une expérience retail qui peut être pauvre. Je pense qu'on a vu dernièrement sur les réseaux sociaux une marque assez connue, genre on va dire plutôt même 2 marques très connues en horlogerie qui auraient dû organiser un drop et qui l'ont fait en magasin. Et on a vu que ça a été certes un succès, on va dire, sur les réseaux sociaux, mais il y a eu le backlash derrière de dire que finalement ça a créé un grey market, que les gens qui faisaient la queue devant les magasins, c'était pas des vrais collectionneurs, c'était pas des gens qui voulaient acquérir la nouvelle montre, mais qui voulaient plutôt gagner 100, 200, 300 € immédiatement en la revendant dans le grey. C'est vrai que quand on organise un drop, vous arrivez justement à faire des transactions individuelles, à faire attendre la personne, à être sûr qu'il la veut et à la shipper et donc à avoir des vrais futurs nouveaux clients. Merci, merci Boris. Mathias, un dernier petit mot sur ceux qui hésitent encore? Oui, en fait, je pense que si vous lancez dans un drop, c'est chercher les bons partenaires. Et typiquement, enfin, encore une fois, je pense à Adobe et DND, de ne pas tomber dans le piège du choix technique. C'est pas un choix entre guillemets. En fait, vous choisissez pas une fonctionnalité. C'est important de choisir un partenaire qui va parler votre langage métier. Encore une fois, je rebondis sur la conférence précédente, mais c'est vraiment, pour moi, c'est clé. Et si on revient en fait au cas de Boris, c'était comment je sécurise des revenus digitaux rapidement et à l'international sans infrastructure. Et une fois que vous dites ça, en fait, vous choisissez les partenaires qui vont répondre à ces enjeux métiers. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que finalement, nous, le drop réussi, si je reviens sur le drop, on a été bon au niveau marketing, on a trouvé les bons partenariats, mais on a pensé tout de suite l'infrastructure. Et on s'est dit finalement que dès le départ, si on peut créer l'expérience utilisateur, mais si on n'a pas la technique, si on n'a pas le paiement, qui sont donc,
on ne peut pas penser que c'est 3 projets séparés. On est obligé de s'entourer de professionnels comme Magento, comme Stripe, comme DND, pour penser ça en un seul projet. Et c'est ça où, si on le pense en un seul projet, on est capable de réussir un drop. Merci beaucoup, Boris, Mathias. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet et sur cette stratégie? Monsieur, au premier rang. Non, mais c'est bien, il faut toujours une première question. Donc, je sais que si j'en ai pas, je me tourne vers vous. Hein. Ouais, le micro vert, il va fonctionner. Ça va aller. Allez-y, commencez, vous allez voir. Ça va. C'est bon. J'ai une question. Alors, je comprends que l'atelier est sur le paiement, mais ce qui m'intéresse, c'est la partie cyber, en fait. Parce que vous pouvez avoir des attaques DDoS, vous pouvez avoir des problèmes d'identifiants volés, credential stuffing, vous pouvez avoir des problèmes d'API, de tokens aussi. Comment vous avez adressé ce problème cyber en dehors de l'aspect paiement? Je parle à vous, parce que vous êtes les premiers concernés, quoi, voilà. Sachant que vous n'êtes pas une entreprise aussi énormissime et que ça demande des ressources RSSI, enfin voilà, quoi. Comment vous adressez ce problème de gouvernance et d'attaque qui peut être massif, quoi. Vous avez d'ailleurs subi, d'ailleurs. Oui, on en a subi. Alors, je pense que c'est un peu encore une fois, c'est pas notre métier à l'origine, et c'est pour ça que je pense que le choix des partenaires, il est indispensable. On a été accompagné par Magento et par les équipes d'Adobe qui sont venues nous aider pendant la phase de lancement des produits. On a fait des tests de montée en charge, de comment on pouvait sécuriser justement ces drops. Les équipes de DND ont été à nos côtés avec toute leur expérience et toute leur équipe technique, parce que, encore une fois, on avait, vous le comprenez, on est éditeur d'objets, on n'avait pas ces équipes et ces infrastructures. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a beau être très bon en marketing, on a beau faire les plus beaux partenariats, si on s'entoure pas des bons partenaires, on peut pas y arriver. Donc c'est eux qui nous ont accompagnés pendant cette phase de pré-lancement, puisqu'on a testé justement comment recevoir plusieurs dizaines de milliers de personnes au même moment dans des salles d'attente virtuelles. Donc on a choisi des partenaires justement pour pouvoir filtrer ces personnes, ces vraies personnes, les faire rentrer au fur et à mesure, sécuriser les paiements de manière graduelle. Donc on avait des équipes et de l'humain, c'est là aussi où l'humain est important, voir qu'on arrivait à capter les paiements, que c'était des vraies personnes et que justement on pouvait organiser on aurait pu le vendre on pourrait vendre les produits en quelques secondes, mais plusieurs heures, c'est justement pour sécuriser toutes ces attaques et toutes ces problématiques techniques. Merci beaucoup. Mathias? Non. J'ai une personne avec une question. Avec une question. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Pas d'autres questions? Eh bien, il me reste à vous remercier, Boris, Mathias, d'avoir été avec nous en ce début Merci beaucoup. d'après-midi. Merci beaucoup. Pour cette conférence